Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Hello Sabrina, comment ça va? Salut Charline, ça va super bien. Et Trop toi? bien. Bah oui, ça va super. Bienvenue sur le podcast de partage de coach. Merci. Alors, j'ai envie de savoir, et on a tous envie de savoir, du coup, comment est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ça, c'est le truc difficile pour moi en quelques mots. Je dirais que je suis une grande curieuse du vivant et que depuis toute petite, ce qui me passionne, c'est de comprendre comment fonctionne et le monde qu'on vit et les humains qui l'habitent. Et du coup, j'allais rajouter que dans ce grand panel, parce que c'est quand même vaste, euh, j'ai vite été attirée par comment aider à soigner ou en tout cas aider les gens et la planète à aller mieux. Tu vois, je suis plutôt partie de la team curiosité avec derrière une finalité de comment on fait pour aider les gens pour qu'ils aillent mieux, qu'ils se sentent mieux dans leur basket. Ok, top. Et si tu pouvais nous décrire ta vie, donc depuis que tu es toute petite jusqu'à aujourd'hui. Ouais. T'as 3 heures devant toi? Non, je plaisante. Non, mais l'idée, c'est Non, qu'on non, puisse c'est bon. avoir une idée, mais prends le temps de nous raconter un Ouais. peu ça. Euh, alors, je sais pas sur quel axe partir, mais je vais en prendre un, puis on verra ce qui se déroule. Depuis toute petite, bah, c'est ce que je te disais, je suis vraiment curieuse de la vie, du vivant. Tu vois, j'ai toujours été très attirée par les sciences naturelles, euh, par la médecine. Bon, j'ai d'abord connu la médecine occidentale et conventionnelle, puis après, plus tard, j'ai connu les médecines traditionnelles. J'ai eu aussi, maintenant je peux dire, la chance d'avoir eu euh, un environnement et des opportunités challengeantes et qui, du coup, ont développé aussi certaines capacités et certaines qualités chez moi. Alors, je peux le dire maintenant parce que c'est des feedbacks que j'ai souvent, mais notamment une capacité à observer, à voir ce qui est pas dit, ce qui est pas forcément montré, enfin, ouais, une capacité à voir et entendre dans la subtilité, dans la finesse, dans l'invisible, dans le silencieux. Ce qui me donne une capacité aussi d'observation et d'analyse particulière, on va dire, des gens et du vivant. Enfin, particulière. Je suis pas la seule à l'avoir, hein, mais c'est vraiment, moi, ce qui me fascine, je dirais, c'est ce qu'on entend au-delà des mots, ce qu'on voit au-delà des apparences, en tout cas ce que je peux entendre au-delà des mots et ce que je peux voir au-delà des apparences. Moi, ça, c'est un truc qui m'amuse et qui me fascine tout le temps. Hmm. Et du coup, toi, quand tu étais petite, t'étais comment? Ça se passait comment avec tes parents, avec l'école, tout ça? Alors, j'étais très scolaire. J'étais très, très scolaire. C'était un refuge. Je le sais maintenant, c'était un refuge. Euh, Au-delà, éventuellement, de mes parents qui me disaient qu'il fallait bien travailler à l'école. Tu vois, il y avait cette injonction de il faut bien travailler à l'école. Mais c'était aussi pour moi un refuge parce qu'à la maison, c'était pas évident. J'avais une maman qui était malade. J'ai une maman que j'ai connue finalement, j'ai toujours connu ma maman malade, jusqu'à son décès quand j'avais 22 ans. Et j'avais un papa qui était beaucoup absent de par son travail, il était beaucoup, beaucoup en déplacement. Mes parents se sont séparés quand j'avais 12 ans, je suis restée avec ma maman, j'ai très peu vu mon papa après leur séparation. Et justement, c'est ça aussi qui a forgé certaines qualités chez moi, en fait. J'ai vécu avec une maman malade euh, et j'avais un petit frère et j'ai pris, on va dire, très à cœur mon rôle de grande sœur. Euh, Et aujourd'hui, avec le recul, encore une fois, tu vois, c'est aussi ce que j'ai appris avec l'école de coaching, mais c'est que c'est aussi tout ça, c'est aussi tout ce chemin
qui a musclé, on va dire, certaines capacités de, bah, voilà, d'observation, d'écoute, de prendre soin, euh, d'être dans une certaine finesse d'attention dans ce qui se passe autour de moi, dans mon environnement, direct ou indirect. Ça n'a pas forcément été facile de grandir dans cet environnement-là, on va pas se mentir. Ça a laissé des traces de toutes les couleurs, je dirais. Et c'est un chemin aussi sur lequel je suis encore, hein, c'est un chemin aussi de transformer le désagréable en ressources. L'agréable, en général, c'est facile, hein. C'est plus facile à exploiter. Et le désagréable de voir aussi bah, justement toutes les ressources, toutes les pépites cachées qu'il y a eu derrière et tout ce que ça m'a permis justement de développer. Et aujourd'hui, comment tout ce que j'ai développé à cette époque-là est une ressource hyper précieuse dans mon accompagnement des gens, en fait. Mm. Je sais très bien que je serais pas la thérapeute que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu enfant. Alors, ça, tu vois, c'est complètement intégré pour moi. Et parfois, quand je raconte mon histoire, là, je la raconte mon histoire, on va dire, dans les grandes lignes, sans rentrer dans les détails. Mais parfois, quand je rentre dans les détails de tout ce qui s'est passé, parfois, il y a des gens qui sont oh, waouh, genre, ma pauvre, etc. Ça n'a pas dû être facile, tout ça. Oui, et oui, ça n'a pas été facile. Et à la fois, bah, ça a développé tellement de choses aussi chez moi avec ça qui sont tellement précieuses aujourd'hui pour accompagner les gens que, bah, à choisir, je laisserai l'histoire telle qu'elle est, en fait. Ça, je peux dire ça aujourd'hui, hein. Je pense qu'il y a 10 ans, j'avais pas le même discours, mais, mais aujourd'hui, je peux te dire que je garde l'histoire telle qu'elle est. C'est. Ouais, je reviendrai après sur des questions par rapport à tout ce que tu viens de me dire, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Et en même temps, par rapport à ton histoire, niveau professionnel, comment ça s'est passé pour toi? J'ai commencé par, alors depuis toute petite, hein, j'ai toujours voulu être dans le médical ou paramédical ou je dirais le médical de la planète. Tu vois, j'ai voulu être géologue, volcanologue, archéologue. Mais j'ai aussi toujours voulu être soit médecin, sage-femme. Bon, après, j'ai vu plus tard kiné. Donc du coup, au fil de mes réflexions, on va dire, j'ai fini par choisir la branche kiné. Donc j'ai fait des études de kiné. C'était un choix vraiment très conscient parce que je me souviens qu'à l'époque, mes profs me poussaient à faire médecine parce qu'ils estimaient que j'avais les capacités pour faire médecine. Et dans ma tête, c'était non, 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 surtout pas. Parce que justement, j'avais, moi, un modèle chez moi. Ma maman était très malade et j'avais pour moi un modèle de médecin qui était pas efficace, en fait, pour soigner ma maman. Donc, je n'y croyais plus trop, en fait, en cette médecine-là. Enfin, j'avais perdu confiance en cette médecine conventionnelle de par ce que je voyais à la maison avec ma maman. Et donc, pour moi, c'était non, médecine, ça m'intéresse pas. En fait, c'est pas, je me sens pas attirée par cette médecine conventionnelle, en tout cas, telle qu'elle était à l'époque, l'image que j'en avais à l'époque. J'ai une image plus équilibrée aujourd'hui, mais l'image que j'en avais à l'époque me convenait pas. Kiné, ça me plaisait vachement plus, d'abord parce que j'étais très sportive et j'étais souvent chez le kiné, parce que j'avais souvent des entorses ou des choses comme ça, donc j'étais souvent chez le kiné. Et qu'il y avait le côté à la fois manuel et relationnel et intellectuel, parce que ça demande quand même certaines connaissances. Donc du coup, pour moi, il y avait un bon mix de je peux à la fois utiliser mon cerveau, mes mains, mon corps, le relationnel, je passe plus de temps avec les patients, parce que j'avais cette image, en tout cas, du médecin qui passe 5-10 minutes avec son patient. Le kiné, moi, quand j'y allais, j'ai passé entre une demi-heure et une heure. Donc il y avait aussi, voilà, j'ai plus de temps avec les gens. Donc tout ça, ça m'attirait bien, côté dynamique et sportif aussi, parce que j'ai quand même toujours été assez sportive. Donc c'était de gaieté de cœur et avec beaucoup de joie que je me suis lancée dans ces études-là. Bon, avec toutes les difficultés sur le chemin, hein. C'est un concours, c'est stressant, c'est tout ce qu'on veut, hein, mais voilà. En tout cas, j'ai réussi à faire le chemin d'une traite, on dira. Et puis très rapidement, je dois dire aussi que j'ai vite touché les limites de ce qu'on m'avait appris à l'école de kiné. C'était très chouette, hein, c'était vraiment. Je sais en plus que j'étais vraiment dans une bonne école. Ils nous ont donné plein de cartes, ils nous ont aussi ouvert plein de portes sur des choses qu'ils n'avaient pas le temps d'approfondir, mais en tout cas, ils nous ont ouvert des pistes, notamment la médecine chinoise, des méthodes plus globales. Et je suis très chanceuse, je trouve, d'avoir été dans cette école-là. Et à la fois, je te dis, au bout de 2 ans, je crois, de pratique, je commençais un peu à sentir le manque et la frustration de sentir démunie devant certaines problématiques, en fait. Et moi, j'avais ce truc de non, mais c'est pas possible, il doit y avoir une solution. Les gens peuvent pas rester dans cet état-là toute leur vie. Enfin, tu vois, pour moi, il y avait un truc, c'est pas possible. Ils vont pas faire 3 séances de kiné par semaine toute leur vie pour cette problématique. Pour un mal de dos, par exemple, un mal de cervical, des séquelles après un accident de voiture, peu importe, mais je sais pas, j'avais cette conviction intérieure profonde que non, c'est pas possible. Il doit y avoir des solutions. La vie était très généreuse. Pour me montrer qu'effectivement, il y avait des solutions, elle m'a fait vivre plusieurs accidents.
Donc, j'ai vécu plusieurs accidents de la route qui m'ont mis bien à mal et qui, du coup, m'ont fait chercher des solutions pour moi, parce que c'est pareil, j'étais dans ce truc de non, non, c'est pas possible, je suis trop jeune, je vais pas rester dans cet état-là toute ma vie, il doit y avoir des solutions. Il faut que je les trouve. Il faut que je trouve les personnes qui vont réussir à m'aider. Et j'ai connu l'errance thérapeutique. Franchement, il y a eu certaines, enfin, il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments de peur, il y a eu des moments il y a eu vraiment eu des moments où j'ai cru que je pouvais plus faire mon métier tellement j'avais mal. Et il y a eu des vrais moments difficiles et à la fois, il y avait toujours un truc à l'intérieur de moi qui me disait, mais tu vas trouver. Tu vas trouver la personne qui va t'aider, tu vas trouver la solution, la méthode, la médecine au sens large qui va pouvoir t'aider à aller mieux. Et la vie a été généreuse, encore une fois. Elle a mis les bonnes personnes sur mon chemin. Bon, je les ai cherchées aussi, hein, mais elle a fini par effectivement me mettre les bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont aidé à aller mieux. Et bon, souvent, il paraît que je suis un cas d'école. Moi, j'ai eu tellement d'accidents que je suis un cas d'école pour les ostéos, les kinés, tout ça. Je suis un bon cas d'école. Et le fait est que, à force de patience et de persévérance, j'ai réussi à me dépatouiller de douleurs et de maladies qui, selon certains médecins, c'était un peu, bah, va falloir apprendre à vivre avec. Et moi, le va falloir apprendre à vivre avec, quand j'avais 22, 24, 26 ans, c'était non, ça me plaît pas trop comme pronostic. Je, non, je vais trop. Merci docteur, je vais continuer à chercher de mon côté. Et c'est ce qui m'a amené justement, de fil en aiguille, à rencontrer le yoga, à rencontrer la médecine chinoise, à rencontrer la fasciathérapie, dont on va parler bientôt, à rencontrer les thérapies manuelles, à rencontrer les soins énergétiques, à rencontrer finalement tout cet éventail de pratiques qu'on avait à peine abordé à l'école de kiné ou pas du tout pour certaines même, et qui m'ont franchement qui m'ont sauvé. Que ce soit suite à mes accidents, suite à d'autres maladies, j'ai eu aussi un syndrome hormonal qui était où notre médecine conventionnelle n'avait pas de solution, à part me faire prendre des médicaments toute ma vie, ce qui était contre mes valeurs et contre mes principes. Il était hors de question que j'avais une pilule toute ma vie. Et c'est la médecine chinoise, la phytothérapie et l'homéopathie qui m'ont aidé à en sortir. Mais quand je dis sortir, c'est-à-dire qu'aux examens, j'ai plus rien. C'est terminé. Le problème est réglé. Donc ça m'a grandement aidé à avoir une grande confiance et une grande foi dans ces médecines-là. Et comme je suis effectivement une grande curieuse et que quelque chose qui a marché pour moi et qui m'a profondément aidé à aller mieux, parce que j'ai une valeur santé qui est très forte, ça me donnait envie de me former pour pouvoir ensuite les proposer et pour pouvoir ensuite l'inclure dans ma boîte à outils pour aider les gens que j'accompagnais. Donc finalement, de fil en aiguille et d'année en année, je suis passée de kiné, on va dire classique, avec des guillemets, kiné conventionnel, à des pratiques de plus en plus avec un mélange de thérapie manuelle, énergétique. Je me suis formée aussi en phytothérapie, en aromathérapie. Enfin, je me suis formée sur plein de choses. Encore une fois, tout ce qui a pu m'aider. Enfin, pas tout ce qui a pu m'aider, c'est pas vrai. Je me suis pas formée en homéopathie, par exemple. En tout cas, beaucoup d'outils pour aujourd'hui proposer justement un accompagnement qui est beaucoup plus holistique et qui, du coup, rejoint beaucoup plus, moi, ma vision de la vie, du vivant, du monde et la vision holistique aussi de l'humain. Tu vois, cette place de l'humain dans le monde. En médecine chinoise, on dit entre le ciel et la terre, avec cette conscience que c'est vraiment un tout. C'est une harmonie du vivant, c'est une danse du vivant. Et plus on a conscience de ce tout et de cette danse des éléments, de cette danse des énergies, de cette danse du vivant, et plus on arrive à aller toucher à la racine des maux, des maladies, des difficultés. Moi, mes accidents, je sais très bien pourquoi je les ai eus, hein. D'un point de vue plus, enfin voilà, en prenant de la hauteur, en prenant du recul, au-delà de juste avoir eu un accident qui m'a permis, je sais pas, par exemple, de rencontrer la médecine chinoise. Il y a quelque chose de plus grand, de plus large que ça. Tu vois, ça m'a aidé à prendre conscience de tellement d'autres facettes de moi, de remettre en question ma vision du monde. J'ai envie de dire parfois même de me remettre sur la voie la plus ajustée pour moi, en fait. Donc c'était un peu violent, hein. C'est quand même des accidents qui n'ont pas été faciles à vivre. Et à la fois, avec le recul aujourd'hui, je vois bien qu'à chaque fois, c'était un peu, en tout cas, ma vision, ma croyance, c'est que c'était un peu un petit coup de pied aux fesses de la vie pour dire, hé, ma cocotte, c'est par là. C'est par là que ça se passe. Mm. Ok, c'est hyper intéressant. Euh, je vais revenir sur le tout début. Tu m'as parlé justement de, euh, de l'école, comme quoi c'était un refuge et que ta maman était malade. Ta maman, qu'est-ce qu'elle a eu comme maladie? Une dépression sévère avec des tentatives de suicide à répétition. Mm. En fait, ça a été diagnostiqué comme une dépression sévère au regard, on va dire, au regard des connaissances aujourd'hui actualisées des neurosciences qui sont quand même finalement des découvertes récentes, hein.
Pour en avoir discuté aussi avec d'autres spécialistes, hein, c'est pas moi qui ai posé ça, mais en avoir discuté avec d'autres spécialistes, il est fort probable que c'était surtout un syndrome post-traumatique qui a jamais été diagnostiqué à l'époque et qui du coup a été traité par antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères, mais ça n'a évidemment jamais rien réglé. J'ai été longtemps en colère après la médecine de ne pas avoir réussi à sauver ma maman, mais ça c'était, tu vois, c'était l'enfant et l'adolescente qui étaient en colère après la médecine. Et voilà, aujourd'hui avec le recul, voilà, je sais très bien qu'avec les connaissances qu'ils avaient à l'époque, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et qu'aujourd'hui, on a d'autres connaissances aussi, les neurosciences a avancé, on a compris, voilà, on a découvert plein de choses. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est appris une histoire, mais c'est juste pour dire que, en tout cas, elle a été euh, soignée. Enfin, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, elle a été soignée à coups de médicaments jusqu'à son décès en 2022. Pardon, pas en 2022. J'avais 22 ans en 2007. Euh, ouais. Et justement, s'il y a une personne qui nous écoute et qui vit justement potentiellement une maladie de son parent ou des choses comme ça, où on peut se sentir impuissant et vivre la même chose, ça serait quoi les conseils que tu lui donnerais justement? Je trouve qu'aujourd'hui, on a une chance merveilleuse d'avoir accès à beaucoup d'informations facilement avec Internet, tu vois. Alors, il faut savoir faire le tri, parce que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Il faut vraiment savoir faire le tri. Mais de pas hésiter à chercher l'interlocuteur avec lequel on sent que, ah, là, intuitivement, tu vois, moi, je dis toujours aux gens de faire confiance en leur intuition. Moi, je sais que voilà, j'ai appris à faire confiance en mon intuition et je suis convaincue que tout le monde a de l'intuition. C'est juste qu'on n'ose pas toujours l'écouter. Et de se faire confiance et de pas hésiter à chercher l'interlocuteur, donc médecin, spécialiste, avec lequel il sent que, ah ouais, lui là, il a compris. Ou elle là, elle a compris. Et ça prend, honnêtement, on pourrait être passé par là, moi personnellement, pas par rapport à ma mère, mais moi personnellement, j'ai visité parfois, enfin les gens me prenaient pour une dingue, hein, mais j'ai visité parfois 5 kinés, 3 ostéos, 3 médecins, et jusqu'à trouver celui qui pouvait m'aider, où je captais que ça y est, il avait compris mon sujet et qui pouvait m'aider. Et je sais que ma mère, elle a vu plusieurs psychiatres, par exemple, et elle en avait vu un, je me souviens, elle a raconté, il y en avait un où elle sentait qu'il avait compris son sujet, mais en fait, on a déménagé à l'autre bout de la France, donc elle a dû changer. À l'époque, il n'y avait pas les visios, il n'y avait pas tout ça. Donc, comme on a déménagé, du coup, elle a dû trouver un nouveau psychiatre. Et bon, bah là, elle était enfin, de nouveau, entre guillemets, dans un système où c'était, bon, bah voilà, antidépresseur, anxiolytique, somnifère. On sait très bien aujourd'hui que ça ne soigne pas le problème. C'est la béquille, le temps d'eux, et ça ne soigne pas le fond du problème. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, donc s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est face à la maladie d'un proche ou d'un parent, il y a quand même deux choses. Donc, il y a à la fois de ne pas hésiter à chercher jusqu'à avoir le sentiment d'être tombé sur quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, avec qui vous vous sentez vraiment en adéquation. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, mais ça, il a fallu que je grandisse pour pouvoir le dire aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas entre nos mains. Il y a, la vie a un plan. Euh, la vie a un plan, on ne comprend pas toujours pourquoi, on ne comprend pas toujours les tenants, les aboutissants, on ne comprend pas forcément. Enfin, voilà, des fois, on a envie de se battre et de lutter, et je pense que dans une certaine mesure, ça demande parfois effectivement de sortir de la ressource, ce qu'on appelle le Wu Wei dans le taoïsme. Le Wu Wei dans le taoïsme, c'est l'action de faire, c'est-à-dire moi, je fais ce que je peux, je fais mon possible, mais après, je lâche prise. Tu vois, il y a ce truc de moi, je fais ma part d'humain, je fais ma part à mon niveau. Mais après, il y a quelque chose de plus grand que moi, de façon qui gère les choses aussi. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est une de mes croyances, mais il y en a qui appellent ça Dieu, moi j'appelle ça la vie, il y en a qui appellent ça le cosmos. Il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre. Moi, mon job, c'est de faire ma part et après de faire confiance que le meilleur adviendra. Et parfois, le meilleur adviendra, bah, tu vois, moi, ma mère, elle est décédée quand j'avais 22 ans. J'ai appris quand j'avais 30 ans que c'était inscrit dans mon thème astral, en fait. Quand je fais mon thème astral, que ce soit dans l'astrologie occidentale, dans l'astrologie chinoise, dans les deux, c'est écrit d'essayer de. Alors, il y en a un, c'est écrit coupure du lien, enfin, rupture avec ma mère, on ne sait pas trop comment, et dans l'autre, c'est écrit décès d'un de mes parents. Tu vois, c'est écrit de deux manières différentes dans les thèmes astraux, mais c'est écrit que de toute façon, voilà, elle était vouée à sortir de ma vie, enfin, à sortir de ma vie en tout cas, physiquement. Elle est là autrement, mais elle était vouée à sortir physiquement de ma vie. Donc, tu vois, j'aurais pu me battre, et je me suis battue hein, quand j'étais ado, mais c'est un peu se battre contre la vie. Et je sais que c'est pas facile d'avoir ce discernement. C'est vraiment un apprentissage que d'avoir ce discernement de jusqu'où je fais moi ma part. Je fais ce que je peux. Et au moins, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai pas de regret après de j'aurais dû. Et à partir de quel moment je lâche prise et je fais confiance à la vie,
même s'il se passe des trucs qui ne m'arrangent pas, quoi. Tu vois, même s'il se passe des trucs qui me font mal, qui me font vivre des choses difficiles, mais moi, ça faisait partie de mon chemin d'avoir une maman qui partait quand j'avais 22 ans. C'était même écrit là, genre, dans mon thème astral occidental, c'est même écrit à 22 ans. Donc, tu vois, le Mm. timing était assez. Je l'ai appris qu'à 30 ans, tu vois, mais l'astrologue, je lui ai rien dit. Elle m'a dit, ah, vous avez perdu un de vos parents à 22 ans. Ah ouais, je dis, ah ouais, c'est écrit. Ah ouais, ouais, c'est écrit. Je dis, bah ouais, c'est effectivement, c'est mal. Mm. Donc, tu vois, je veux dire, j'aurais pu remuer ciel et terre. De toute façon, c'était écrit. Donc, ça faisait partie, moi, de ce que j'avais expérimenté dans cette vie-là. Mm. Et justement, ça me fait penser, par rapport à cet âge-là, bah, nos parents, ils font leur vie, ils ont aussi leurs problématiques, leurs sujets et des fois, on a tendance en tant qu'enfant, parfois, à vouloir résoudre les problèmes, aussi pour les sauver. Comment est-ce que, du coup, on fait la distinction entre, bah, ma mère souffre et moi, j'ai quand même ma vie, en fait, derrière et je ne suis pas ma mère? Ouais. Comment on fait ça, pour toi? Ça, pour moi, c'est un chemin aussi, hein. Tu vois, moi, si je parle de mon exemple personnel, je suis encore en train de désapprendre le syndrome de la sauveuse, de vouloir, justement, de vouloir sauver ma mère, entre guillemets. Ça m'a pris plusieurs années de sortir de ce schéma-là, que je reproduisais évidemment avec mes patients, hein. Donc, j'ai reproduit le schéma de la sauveuse avec mes patients jusqu'à ce que je m'épuise et que je comprenne, pardon, que j'étais pas dans la bonne posture en tant que kiné. Donc, je me suis fait accompagner pour sortir de cette posture-là et avoir une posture plus juste. Donc, et comme c'était une posture que j'avais imprégnée très très tôt dans mon enfance, bah forcément, elle n'était pas facile à ajuster. Donc je pense que c'est pas évident parce que quand on est enfant, on s'en rend pas compte. Puis on n'a pas forcément d'entourage qui est là pour nous dire non, mais toi, vis ta vie de petite fille, vis ta vie de petit garçon. Ton parent, il va se gérer, ou il va trouver des ressources ailleurs. Pas forcément en fait. Et puis chacun va avoir sa lecture en tant qu'enfant, chacun va avoir sa lecture du truc. Je suis pas sûre que mon frère ait la même lecture que moi, par exemple, de la situation. Je suis pas sûre que mon frère ait adopté la même posture. Enfin, je vois aujourd'hui dans sa vie, il n'a pas adopté la même posture. Donc moi, à travers mes yeux de petite fille à ce moment-là, c'est ça que j'ai adopté comme posture. Lui, c'est une autre, et quelqu'un d'autre, ce serait encore autre chose. Donc je pense que ça fait aussi, spirituellement parlant, ça fait partie de notre chemin, ça fait partie des expériences à vivre aussi pour nous faire grandir. Mais tu sais, ça fait partie des trucs que tu apprends à un moment dans ta vie et qui te servent. Certainement que moi, à un moment donné, pardon, dans ma vie, d'être celle qui est vachement à l'écoute de l'autre, qui s'occupe de l'autre, ça a été aidant pour moi, jusqu'à ce qu'en grandissant, ça devienne étouffant. Mmh. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est à chacun aussi de voir à quel moment le fonctionnement est aidant, à quel moment il devient freinant, étouffant, perturbant. Donc, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais peut-être que pour 5 années dans ta vie d'enfant, auprès d'un parent malade, c'est peut-être aidant pour toi dans le système dans lequel tu es, dans le système familial dans lequel tu es, c'est peut-être aidant pour toi à ce moment-là d'adopter une posture. Peu importe, d'ailleurs, je dis aidant, ça peut être le contraire. Il y en a qui sont dans le rejet, plutôt tu vois, dans la colère, dans le rejet, etc. Donc peu importe ce que tu adoptes. C'est peut-être juste que quelques années plus tard, ce truc que tu as imprimé, il va devenir au contraire dissonant et il va te bloquer sur ton chemin de vie. Donc, j'ai pas vraiment enfin, j'ai clairement pas de conseils à donner là-dessus. Je pense que chacun a son chemin. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que pour ceux qui ont eu un parent souffrant quand ils étaient jeunes, ou peut-être encore maintenant, qui ont un parent souffrant maintenant, euh, c'est de faire un pas de côté pour se demander, OK, elle est où ma part de responsabilité là-dedans? Et ça, c'est pas facile, hein. Quand on est enfant, on n'a pas forcément de recul. C'est plutôt adulte, je pense qu'on peut l'avoir. Elle est où ma part de responsabilité là-dedans? C'est quoi la part que j'ai envie de prendre là-dedans? Tu vois, quand je vois aujourd'hui des personnes qui sont adultes et qui ont des parents qui sont par exemple âgés, qui sont souffrants, c'est quoi la part que j'ai envie de prendre là-dedans? Mmh. Tu vois, il y a aussi un peu ce libre arbitre de est-ce que je le fais par sentiment de devoir parce que c'est mes parents et que je me mets la rate au courbouillon pour eux alors qu'ils sont quand même bien capables de continuer à faire leur course tout seuls, par exemple? Ou est-ce que c'est parce que vraiment c'est un élan du cœur, c'est un élan de contribution que j'ai par amour pour eux, ou j'ai envie de les emmener une fois par semaine faire les courses? Je prends un exemple très simple, hein, mais c'est de se demander à l'intérieur de moi de quel élan ça part. Est-ce que ça part de je dois, il faut que, ou est-ce que ça part d'un vrai élan d'amour, de contribution et de partage? Et je pense que c'est une grosse différence. Et en même temps, ça paraît simple, en même temps, c'est pas toujours si simple, hein, au quotidien de sentir de quel élan part notre action. Oui. Oui, oui, c'est sûr et par rapport à ce syndrome du sauveur, moi, je peux conseiller un film, je sais pas si tu l'as déjà vu, le film, Oui mais. Il est sorti en J'en ai- 2001. Ouais, j'en ai entendu parler, j'ai vu des extraits, je l'ai pas encore regardé en entier, mais les extraits que j'ai vus, déjà, j'ai adoré. Ouais, Vraiment, j'ai adoré. c'est incroyable et on peut le regarder même avec, des enfants et tout ça. On comprend très bien, le tout le triangle de Cartman, tout ce truc-là, Ouais, sauver le parent et tout. Enfin, je ouais, conseille absolument pour ceux qui sont dans cette phase, je pense que ça peut être vraiment pas mal. yes.
Allez regarder Oui, mais. Et je t'ai parlé tout à l'heure justement que grâce à ta vie, à tout ce que tu as construit, tu as pu développer, des ressources. D'après toi, bah, quelles sont-elles? Euh, c'est plus facile pour moi de parler des feedbacks que je reçois, je pense, parce que du coup, moi, tu sais, je suis un peu le poisson qui sait nager, qui se rend pas compte qu'il sait nager. Donc là, je vais me servir des feedbacks que j'ai reçus si ça te dérange pas. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Voilà. Donc du coup, ce que j'entends souvent, en tout cas, c'est la capacité d'écoute. Et euh, d'écoute neutre. Tu vois, je me souviens d'une amie, ça m'a marqué. Rep, si t'écoutes ce podcast, un jour, elle m'a dit, mais toi, j'aime bien venir parler parce que je sais que tu vas pas me juger. Mais en fait, moi, avant qu'elle me dise ça, je me rendais pas compte que je faisais ça, en fait. Tu sais, juste, j'écoute les gens, c'est tout. Et qu'elle me dise, en fait, toi, j'aime bien venir te parler parce que je sais que tu vas pas me juger. Je me suis dit, ah tiens, enfin, tu vois, il y a une prise de conscience de, ah, mais je me suis pas rendu compte. Alors, spoiler, je suis un humain, je juge quand même, je vous le dis. Mais effectivement, je juge quand, je sais pas, je suis au volant de ma voiture et qu'on me fait une queue de poisson, je vais clairement beaucoup juger le mec qui me fait une queue de poisson pour moi. Je vais vous épargner les grossièretés qui me sortent de la bouche à ce moment-là. Mais il y a effectivement plein de moments, plein d'endroits où, je sais pas, je déploie mes oreilles d'éléphant, là, et je suis dans un espace où, je sais pas dans quel espace je me mets d'ailleurs, peut-être que c'est dans le cœur finalement. Je suis dans un espace où, ok, dis-moi ce que tu veux et c'est ok. Je pense que c'est pareil, soyons honnêtes, j'ai pas encore eu quelqu'un qui venait me confier qu'il avait eu des actes de pédophilie ou de viol. Enfin, tu vois, j'ai pas encore eu des gros dossiers comme ça. Je pense que peut-être que là, là, ça créerait des nœuds. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il y a quand même cette capacité d'écoute qui revient beaucoup. J'ai beaucoup brodé autour de ça. Alors maintenant, je passe à la suivante. L'empathie, qui revient beaucoup aussi. L'écoute subtile, ça c'est moi qui, pour le coup, ça c'est moi qui la nomme. L'écoute subtile, parce que quand je dis écoute subtile, il y a ce que les gens me disent, mais il y a ce que leur corps me dit. Et ça, bien sûr, qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Et je suis vachement à l'écoute de ça. Ça m'a d'ailleurs sauvé la vie plus d'une fois. Mais au-delà de ça, ça c'est une histoire perso. Mais ouais, l'écoute du corps. Il y a vraiment un truc à cet endroit-là où ça m'amuse en plus. Moi, j'aime bien. C'est vraiment, c'est hyper agréable pour moi. Mmh. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Euh, Il y a une capacité à discerner les besoins de l'autre. Bon, ça, c'est double tranchant, hein, parce que c'est le sauveur, du coup, qui se jette sur j'ai capté le besoin de l'autre et je vais y répondre. Donc, j'ai appris, là, à capter le besoin de l'autre sans forcément sauter dessus pour répondre à son besoin. Mais en tout cas, je peux capter. Et donc, des fois, ça peut aider aussi dans l'échange à, tiens, peut-être que c'est ça. C'est des fois, les gens n'arrivent pas forcément à nommer ou à éclaircir. Et donc, du coup, ça peut aider dans le process. Voilà, il y a ça. Et ça, merci à ma famille, si vous m'écoutez. Merci à ma famille. On rigole beaucoup chez nous, malgré tout ce qui a pu être vécu. C'est quand même, je vais pas faire l'histoire de toute ma famille, surtout maternelle, mais enfin, des deux côtés. Mais euh, comme toutes les familles, il y a des histoires, il y a eu des choses difficiles, il y a eu des histoires difficiles, vraiment très difficiles. Et malgré tout, moi, j'ai des souvenirs d'enfance où on se marre, on se fait des blagues, on rigole, on rejoue des sketchs. Et donc, du coup, moi, ça me tient beaucoup à cœur. Et dans mes cours de yoga, apparemment, ça se retrouve, on m'a dit. Ouais, j'aime bien. Tu vois, moi, j'ai cette vision que la vie est un jeu, en fait. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de la voir. Que la vie est un jeu et du coup, j'aime bien autant que possible jouer avec ça. Alors, bien sûr, comme tous les humains, hein, j'ai des jours où je suis pas dedans, je suis grise, je suis triste, je suis pas dans le mood et c'est pas la peine de me faire une blague, j'ai pas envie. Mais quand même, la plupart du temps, ouais, j'aime bien me rappeler que c'est un jeu aussi, tout ça. Mmh. Tu as parlé tout à l'heure aussi, justement de cette sensation d'être démuni à un moment donné dans ton métier et que du coup, tu t'es demandé où sont les solutions. D'où vient Mm. ce truc de trouver des solutions tout le temps? Alors ça, je pourrais te répondre un truc, genre je me dédouane tranquille. Et dans mon Bazi, alors le Bazi, pour ceux qui connaissent pas, c'est le thème astral chinois, on va dire, selon la philosophie chinoise. Dans le Human Design aussi, pour ceux qui connaissent. C'est un peu ma structure, en fait. C'est un peu, si tu veux, le cadeau énergétique que m'a fait la vie, de ce que tu... Je sais pas, il y a un problème devant moi, j'ai envie de trouver une solution et je suis assez créative. Alors, dans mes qualités, il y a aussi la créativité. Je suis assez créative. Moi, il y a un truc qui se passe. J'ai entre 5 et 10 solutions qui me viennent. J'exagère un peu, je caricature, c'est mon côté méditerranéen, mais euh, pas sur tous les sujets. Si tu me parles de comptage, je vais pas te trouver une seule solution. Je vais déléguer au comptable. Mais par contre, si- sur le sujet de la santé, sur le sujet de l'humain,
je pense que c'est le sujet qui me passionne tellement que, je sais pas, j'imagine que le garagiste, quand je lui amène mon camion et qu'il y a un problème, c'est pareil. Il dit, non, attends, on va trouver la solution. Bah, moi, c'est pareil. Tu me ramènes un humain qui a un souci. Non, mais on va trouver la solution. Mais même si c'est pas moi, hein, des fois, ça m'arrive. Il y a des patients qui viennent me voir. Moi, je fais ce que je peux. Et puis après, je sens qu'à un moment donné, il y a besoin d'autre chose et que c'est pas moi qui vais aider. Je peux recommander, tu vois, je sais pas, d'aller voir une kinésio, d'aller faire de l'hypnose, de passer chez l'ostéo pour une manip. Enfin, tu vois, il y a aussi pour moi ce côté interactif et ce côté interdisciplinaire que j'aime beaucoup aussi. Mais en tout cas, pour moi, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, sinon c'est qu'il n'y a pas de problème. Grosso modo, c'est une phrase aussi que je sors souvent, c'est voilà. Hmm. Et je tiens à préciser aussi, et parfois la solution, c'est l'acceptation. Tu vois, j'ai en tête ce livre de l'auteur me reviendra. C'est un couple, elle était malade, très malade, elle était malade d'un cancer. Et en gros, le chemin, c'était l'acceptation de la maladie jusqu'au décès. Enfin, tu vois, des fois, la solution, c'est ça aussi. Donc, je suis la première à balayer beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapies, de méthodes, etc., pour pouvoir apporter du mieux-être et des solutions aux divers mots MAUX que les gens peuvent rencontrer, moi y compris. Et depuis pas très longtemps, je dois avouer, j'ai inclus l'acceptation parce que ben on a plein de trucs absolument géniaux, plein d'outils, plein de méthodes absolument géniales. Il y a des guérisseurs partout dans le monde. Tu vois, j'étais à un festival de chamanisme il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des guérisseurs absolument géniaux, merveilleux, qui aident des gens des fois dans des maladies très graves. Et à la fois, parfois, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, ça c'est voilà, c'est le mystère de la vie, mais voilà, toi le chemin c'est l'acceptation de ce qui se présente. Donc voilà, c'est pas la première chose que je vais proposer aux gens, c'est même jusqu'à maintenant honnêtement, j'ai jamais eu à proposer. Mais en tout cas, elle est dans un coin de ma tête que parfois c'est ça aussi. Mais sinon, à l'intérieur de moi, il y a ce feu qui brûle de non, mais en gros, tant qu'on est vivant, tout est encore possible, quoi. Hmm. Et je tiens aussi à préciser que je parle aussi de cet endroit aujourd'hui où j'ai dû faire aussi moi le deuil plusieurs fois dans ma vie de certaines capacités. C'est-à-dire qu'avec mes accidents, je m'en suis hyper bien sortie, je me suis hyper bien remise. Et malgré tout, il y a eu des deuils à faire. Il y a eu des deuils de certaines capacités physiques, sportives, etc. Je peux plus aller aussi fort que ce que j'allais avant. Oui, j'ai super bien récupéré. Et à la fois, il y a eu aussi des deuils à faire. Donc, tu vois, je parle de cet endroit-là aussi où je sais ce que c'est parfois de faire tout ce qu'on peut pour aller mieux jusqu'à un endroit où bah, là, on peut pas aller plus loin. Et là, à cet endroit-là, là, il y a une acceptation à avoir et un deuil à faire. Donc, je tiens à préciser ça parce que sinon, ça peut faire un peu en mode on trouvera un remède à tout. Et non, c'est pas ça que je veux dire. Voilà. Hmm. Là aussi, il y a différentes couleurs, il y a différentes teintes, ce qui est possible. Et tu as parlé que tu avais eu des accidents. Tu as eu combien d'accidents? Alors, attends, tu veux que je commence à quel âge? Tout ce que tu veux. Un, deux. Je parle juste des accidents de la route, hein. Un, deux, trois, quatre, cinq. Accidents de la route, j'en ai cinq en tête. Avec et sans hospitalisation. Il n'y a pas toujours eu hospitalisation. Il y en a deux qui ont eu hospitalisation, mais voilà, deux sur cinq. Euh, accident de sport, donc accident d'escalade, accident de randonnée. Euh, j'ai l'impression que j'en oublie un. Accident de VTT, celui-là il est récent, c'était l'année dernière. Je sais qu'il y en a qui vont écouter le podcast en se marrant parce qu'ils me connaissent et qui vont se dire bah ouais, c'est ça, c'est la question. Euh, ouais, je crois que c'est pas mal ça. Et après, ouais, le reste c'était des petites blessures. Enfin, tu vois, j'ai fait du handball, des entorses, etc. Ça, c'est des petites blessures. Mais les gros accidents qui m'ont demandé justement parfois de faire des deuils ou parfois de chercher des solutions, ouais, c'est là. Hmm. Et justement, tu as parlé aussi de errance thérapeutique. Du coup, quelles étaient ces errances thérapeutiques et comment tu as trouvé une solution à tout ça? Ah ouais, c'était l'enfer. Ça, vraiment, s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont là-dedans, j'ai une énorme empathie et courage. Vous pouvez y arriver. Mais je sais à quel point c'est. Tu vois, rien que d'y repenser, je me souviens des moments d'angoisse, quoi. Il y a eu deux gros épisodes, surtout, en tout cas dont moi j'ai souvenir. Euh, C'était le premier ou le deuxième accident? Je sais plus si c'était mon premier ou deuxième accident de la route. Bon, bref, l'un des deux. Il y en a eu deux à un an d'intervalle. J'avais des douleurs où vraiment, c'est-à-dire j'étais jeune kiné à l'époque. J'avais des douleurs telles, des fois ça m'empêchait de dormir, j'avais des douleurs telles que je me demandais si j'allais pouvoir continuer mon métier. C'est-à-dire j'avais des douleurs dans le bras.
qui était insupportable. Évidemment, je voulais pas prendre de médoc, fidèle à moi-même. J'ai découvert justement à l'époque le pouvoir de la respiration. Chère personne qui nous écoutait, dites-vous que le pouvoir du souffle est incroyable. Je diminuais mes douleurs de 50% juste avec des exercices de respiration. Je vous le dis, hein, parce que comme je voulais pas prendre de médoc, le soir pour dormir, il fallait que je trouve des solutions. Donc, donc je faisais un quart d'heure d'exercice de respiration, ça réduisait mes douleurs de moitié et je pouvais au moins dormir. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc cet accident-là, donc justement, et cette douleur-là, et aussi la perte de force, hein, c'est-à-dire j'avais une telle perte de force dans le bras que, enfin, tu vois, faire des soins de kiné, ça me paraissait compliqué, quoi. Je pouvais plus aider une petite mamie à marcher, par exemple. Donc il y a eu celui-là qui a été vraiment un parcours pour moi du combattant et où j'ai eu la chance de trouver des ostéos merveilleux, des kinés merveilleux qui m'ont bien aidé et justement avec des méthodes qu'on n'avait pas forcément appris à l'école. Donc ça aussi, ça m'a donné moi du coup l'envie de me former à ces méthodes qui m'avaient moi aidé à récupérer toutes mes fonctions. Donc je me suis formée après, la méthode Busquet, euh, la fasciathérapie. Ostéo, j'ai pas fait, mais dans l'école de médecine chinoise, on a eu une année d'ostéo. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est un syndrome hormonal que j'avais qui était, euh, pour les médecins, entre guillemets, c'est un truc qu'on peut pas le soigner, à part avec une pilule que tu prends le reste de ta vie, en tout cas le reste de ta vie de femme non ménopausée. J'étais pas du tout, du tout, du tout emballée par la proposition. Et ça a été plusieurs mois à faire des examens, des prises de sang, des tests en long, en large et en travers, jusqu'à ce qu'on me fasse cette proposition-là. Et là, je me suis dit, non, non, hors de question. Hors de question que je fasse d'hormones. J'avais, je sais plus, j'avais 23 ans ou 24 ans. Hors de question que je fasse d'hormones au reste de ma vie. Et j'ai découvert la médecine chinoise à cette époque-là. J'ai eu la chance, enfin, j'ai eu la chance. J'ai cherché, hein, j'ai fait plusieurs acupuncteurs. Je le dis aussi aux gens, tous les acupuncteurs travaillent pas de la même manière. J'ai fait plusieurs acupuncteurs jusqu'à trouver celui, donc il était médecin, acupuncteur, homéopathe et phytothérapeute. Et il m'a fait un combo des trois pour m'aider à sortir de ça. Et aujourd'hui, c'est réglé. Je veux dire, le sujet est réglé. Aux examens, il n'y a plus rien. J'ai mis, je pense, une bonne année à le trouver, hein. Plus d'une année, une année ou une année et demie. Donc c'est pour te dire la persévérance que j'ai, hein. Quand c'est un sujet santé, moi, je lâche pas le morceau, en fait. Donc je sais que tout le monde n'est pas comme moi, hein. Moi, c'est parce que c'est une valeur forte chez moi qui fait que je ne vais pas lâcher jusqu'à avoir trouvé la solution. Et donc j'ai trouvé. Et je te parle de ça, j'avais autre chose en tête. Donc oui, j'ai rencontré la médecine chinoise du coup à cette époque-là. Ça m'a donné aussi envie de me former après. Euh, je suis pas en train de dire que tout le monde doit faire ce que je fais, hein. C'est juste que moi, dans mes valeurs, il était hors de question que je prenne un traitement pour plusieurs années et que j'avais moi la conviction profonde qu'il y avait une solution ailleurs. Ah, c'est ça que je voulais nommer, c'est que dans la médecine chinoise, c'était hyper intéressant parce que eux ont pointé le fait que ce syndrome-là est apparu après le décès de ma mère, dans l'année, je crois, qui a suivi, même pas dans les mois qui ont suivi. Et qu'en médecine chinoise, c'était clair, le rapport émotionnel était très clair entre cette pathologie que j'avais, ce syndrome-là hormonal que j'avais, et le décès de ma mère. Le lien était évident en médecine chinoise. Et pour moi, à l'époque, c'était une révélation. C'était waouh! Ah ouais, en fait, il y a un lien entre les deux, quoi. Et ça a été du coup aussi le sujet de traiter le côté émotionnel, etc. Je l'ai traité avec une enfin, avec une psy à l'époque et en médecine chinoise. Et à l'époque, ça a été du coup aussi pour moi, c'est pour ça que je dis que la vie était généreuse, hein. Elle m'a mis plein de choses sur le chemin pour que j'ai des prises de conscience que j'allais en avoir. Le lien entre les émotions et les maladies somatiques. Je veux dire, pour moi, il est plus discutable, ce lien-là, aujourd'hui. On peut me raconter ce qu'on veut. Ce lien-là, il est plus discutable. Je l'ai vécu et j'ai été soignée aussi comme ça. Donc, c'est une évidence. Je dis pas que toutes les maladies ont une racine émotionnelle, mais en médecine chinoise, tu vois, c'est évident, c'est clair, communément admis que 80% des maladies ont potentiellement une racine émotionnelle qui n'a pas été gérée et digérée. Donc moi, ça, c'était un pressentiment que j'avais déjà enfant. En fait, enfant, j'avais déjà compris que je somatisais des choses. Enfin, c'est un pressentiment que j'avais en étant enfant, que je somatisais des choses. J'avais bien remarqué il y a certains trucs qui émergeaient avec une racine de stress ou de soucis émotionnels et qui m'a été confirmé du coup des années plus tard. J'avais un peu oublié le truc, mais qui m'a été confirmé des années plus tard avec cette expérience-là. En tout cas, la vie, elle voulait vraiment, vraiment que tu te formes. Alors ça tombe bien, j'aime ça. J'aime apprendre. Donc elle s'est dit, on va en profiter. Elle aime bien ça. On va profiter de ça. Donc oui, oui, c'est sûr. Mais tu vois, je sais aussi, je sais que je me formerai tout le temps parce que c'est tellement riche, c'est tellement de choses. Alors les gens, c'est même une blague chez mes copains. C'est quand j'ai fini une formation, tu sais, dès que j'ai fini une formation, ils me disent, bon, alors c'est quoi la prochaine? Alors des fois, on rigole. Bon, j'ai appris à mettre du temps aussi, le temps d'intégrer, en fait. Chaque formation, maintenant, j'espace entre chaque.
Mais pour moi, le sujet est le même. Le sujet reste l'humain et le vivant. Tu vois, les gens, des fois, ils pourraient croire que je me disperse. Mais non, en fait, quand tu regardes, c'est centré autour du même sujet qui est l'humain et sa place dans le vivant, en fait. Mm. Tu vois, je pense à l'époque des, je sais plus, Léonard de Vinci ou d'autres, là, où ils avaient plein de casquettes. Tu vois, ils pouvaient être médecins, astronomes, enfin, tu vois, ils faisaient plein de trucs en même temps. On leur disait pas qu'ils se dispersent. C'était clair, ils étaient mus par un élan comme ça, une envie pareille, je pense, d'étudier et de comprendre le vivant. Et ben, moi, je crois que sans me prétendre du tout de Vinci, loin de là, mais en tout cas, animé par cette même passion de connaître le vivant. Mm. C'est quoi la plus grande leçon pour toi que tu as apprise jusqu'à aujourd'hui? Ça va peut-être faire un peu cliché, mais à plusieurs reprises, j'ai la sensation que les expériences m'ont montré qu'il y avait une intelligence à l'œuvre qui est sans aucune commune mesure avec l'intelligence de mon mental, qui finalement se réduirait à une tête d'épingle, je dirais, à côté de cette intelligence du vivant. Vraiment. C'est, que ce soit des expériences personnelles ou avec mes patients, ou de différentes manières, mais ça m'a montré à quel point, quand on arrive à l'écouter, à être à l'écoute de ce mouvement-là, de cette intelligence-là, euh, il se passe des choses mais d'une beauté et absolument incroyable que clairement, en tout cas je parle pour moi, mon petit mental n'aurait jamais été capable d'imaginer tout seul. Mm. Et ça Et, demande un certain lâcher-prise que je ne maîtrise pas encore tout à fait. Mais et tu nous as un peu parlé quand même tout au long de toute notre discussion, mais je vais quand même te poser la question. Euh, Qu'est-ce qui te motive profondément dans ce que tu fais? c'est, ouais, effectivement, j'ai dit plusieurs manières, mais je reprends les mots là d'un enseignant, qui n'est pas mon enseignant direct, je crois que c'est Arnaud Desjardins, de contribuer à la guérison du monde. Mm. Alors c'est un vaste projet, hein, mais la seule chose qui m'anime, qui me motive et qui me donne envie, c'est ça. Mm. Et en passant, donc là, moi, j'ai choisi de passer par l'humain, tu vois, il y en a d'autres qui passent par la terre, prendre soin de, voilà, de l'environnement, etc. Moi, bon, j'ai choisi en tout cas, je suis appelée par le facteur humain, par aider l'humain, aider à la guérison du monde par l'humain. Et quand je dis à la guérison, on entend peut-être facilement le côté physique, guérison physique, mais pour moi, c'est bien plus large que ça. C'est vraiment l'état d'esprit, parce que de toute façon, il est relié à l'état physique, et la vision spirituelle aussi, parce que qu'on le veuille ou non, de toute façon, c'est pas moi qui le dis, hein, mais les spécialistes le disent aussi, c'est inhérent à chaque humain, il y a un côté spirituel d'une manière ou d'une autre. Cette intuition qu'on a au fond de nous, qu'elle soit écoutée ou pas, mais elle est là. Et ma plus grande aspiration, c'est ça, c'est de réussir à reconnecter les gens à cette étincelle de vie qui les anime au plus profond d'eux. Et il n'y a rien de plus, rien de moins qu'une poussière d'étoiles qui s'est transformée. Tu vois, là, c'est de la physique pour le coup, hein. C'est des atomes, des molécules. Voilà, on est tous des poussières d'étoiles en fait. Quand tu écoutes, c'est Hubert je crois qu'il disait ça, hein. On est des poussières d'étoiles. Nos atomes, nos molécules, ça vient de là. Donc, je trouve ça beau de se dire qu'on est des poussières d'étoiles et c'est d'essayer de reconnecter chaque humain à cette dimension de lui. Mm. Et où est-ce que tu te vois dans 5 à 10 ans? Dans 5 à 10 ans, où est-ce que je me vois? Hmm. Je vois que je suis de plus en plus amenée, enfin appelée en tout cas par le mouvement. Quand je dis le mouvement, c'est à toutes les échelles. Là, c'est vraiment fractal. C'est aussi bien accompagner le mouvement de la vie d'un point de vue subtil avec chaque personne que de manière beaucoup plus large, moi, dans me déplacer aux quatre coins du monde. Je sais Mm. pas si c'est ce que je dis, du coup, tu vois, mais c'est ça qui me vient en tout cas. Et du coup, dans 5 à 10 ans, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, ce à quoi j'aspire, c'est euh, de pouvoir être une des personnes parmi tant d'autres, parce que vraiment, et heureusement, on est une grande équipe à l'échelle planétaire, mais être une de ces personnes parmi tant d'autres, euh, ressources vers lesquelles on peut se tourner quand on a besoin justement de se reconnecter à notre nature profonde et d'aller réconcilier, je dirais plutôt que de guérir, d'aller réconcilier des parts de nous-mêmes entre elles. Mm. Et
Je dis ça, c'est en les réconciliant à l'intérieur de nous, on les réconcilie aussi avec l'extérieur de nous. Et là, tu vois, c'est pas un fantasme, hein, mais c'est un peu cette idée de, pareil, cette histoire de fractal, ça se passe à l'intérieur de nous, tu vois, c'est Gandhi qui disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est que ça commence à l'intérieur de nous pour espérer un jour aussi rééquilibrer à l'échelle planétaire. Je ne verrai pas ça de mon vivant, je le sais, mais c'est pas grave, ce sera ma petite pierre à l'édifice. Mmh. Et toi, tu aurais des ressources type des vidéos, des livres, des méthodes ou des choses comme ça qui pourraient être pratiques justement pour les personnes que tu pourrais recommander? Oh, bah alors là, j'en ai toute une palanquée. Une palanquée, je lis énormément, je regarde beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous donner là? Tu peux me guider en me donnant un thème parce que ça peut être très large. Non, vas-y, dis ce qui te semble le plus important. Alors là, ce qui me vient, par exemple, pour les émotions, je trouve qu'elle a très bien vulgarisé ça, c'est les BD Émotions, mode d'emploi de Art Mela. Je pourrais vous recommander plein de bouquins, hein, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps. Il y a plein de bouquins qui sont super chouettes de Phil Yoza, je sais plus comment il s'appelle, l'intelligence émotionnelle, je me souviens plus de son nom. Enfin bref, il y a plein de bouquins super chouettes, mais je trouve que là, les BD, du coup, elles sont facilement accessibles. Elles sont accessibles même pour les enfants. Et c'est ludique, tu vois, c'est une BD, c'est assez ludique, c'est assez. Voilà, je trouve que c'est une très belle façon de rentrer un peu plus en intimité avec le mouvement des émotions. Ça en est une ressource que je recommande volontiers. Le blog, justement, d'Apprenti Girafe, là, c'est autour de la CNV. Alors, je suis une grande fan de la communication non violente. Apprenti Girafe, elle a créé un blog qui est pareil, qui est hyper accessible, qui vulgarise très bien, qui a plein de petites images, plein de petites thématiques qui sont super chouettes. Je trouve que ça aide beaucoup au quotidien. C'est du très pratique. Ça aide beaucoup au quotidien, même si on n'a pas fait de formation en communication non violente. Je trouve que c'est assez intéressant à explorer. Pareil, avec des petites girafes, des petits chacals. Donc, tu vois, même pour les enfants, adultes, enfants, pour tout le monde, c'est hyper accessible. Euh, J'aime beaucoup le podcast Métamorphose. Enfin, je dirais pas que j'écoute tous les épisodes, mais il y a quand même beaucoup d'épisodes que je trouve intéressants. C'est une ressource aussi que j'écoute facilement en voiture. Et ensuite, je suis en train de penser à ma bibliothèque. Il y a tellement de bouquins que là, si je vous nomme tout, on a pour une plombe. Mais ce que je peux vous peut-être suggérer, c'est aussi parfois juste en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est de me promener dans une librairie et de me laisser attirer, tu vois, par un titre. Des fois, c'est une couverture. Ou des fois, justement, bah, comme là, j'écoute un podcast et ah, tiens, il parle d'une ressource dedans. Et du coup, ça m'intéresse et je vais fouiller. Donc, de vous laisser guider, je dirais, par votre élan aussi. Euh, j'aime beaucoup ramener aussi les gens à ça, voilà, à se laisser guider par cette intelligence qui vous anime, qui est pas du tout rationnelle. Des fois, tu vas, tiens, je sais pas pourquoi je suis attirée par ça, mais voilà, de laisser le cerveau de côté et puis de faire confiance au processus, je dirais. Mmh. Voilà, et je suis en train de. Il y a un film qui vient de me traverser l'esprit, mais j'ai plus le titre. Si ça me revient, je te le dirai, mais là tout de suite, j'ai plus le titre. Yes. Est-ce que tu aurais une anecdote justement sur bah, une personne qui a particulièrement marqué ta vie ou un événement? Une personne qui a particulièrement marqué ma vie ou un événement. Il y en a plusieurs, hein, lequel je vais prendre. Je vais peut-être prendre le premier accident de voiture qui m'a vraiment fait peur, qui n'a pas été si grave, mais qui m'a vraiment fait peur, parce que je me souviens très bien que ce jour-là, ça a été le déclic de ma vie peut s'arrêter n'importe quand. Tu vois, je sais plus, je conduis depuis pas longtemps, j'avais 20, je sais pas, j'avais peut-être 23 ans, un truc comme ça. Et vraiment, ça n'a même pas été un accident ça fait même pas partie des accidents de voiture que je t'ai nommé tout à l'heure qui ont eu des impacts, hein. Donc ça a été vraiment juste, j'ai eu peur voilà, ça n'a pas été grave, mais j'ai eu peur sur le moment. C'était mon premier accident de voiture, moi, en tant que conductrice, et du coup, j'ai eu peur. Et ça a été vraiment le déclic de ma vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et de là, c'est comme si la vie était devenue encore plus précieuse, encore plus savoureuse, avec cette envie encore plus, parce que je l'avais déjà avancé avec le décès de ma mère, tu vois, il y avait quand même déjà eu des prises de conscience aussi, mais là, que ce soit confronté à ma potentielle mort à moi, ça a été encore plus. Non, mais en fait, je vais pas perdre de temps pour profiter de ma vie, tu vois. Elle peut s'arrêter n'importe quand. Et juste pour compléter l'anecdote, je pense que c'est l'année qui a suivi, ou peu de temps après, je suis partie en vacances, en voyage pendant un mois à La Réunion. Et dans le train pour aller à l'aéroport, j'étais assise à côté d'un monsieur qui est à la retraite, et puis on discute. Il me demande ce que je fais, je lui explique que je pars en voyage, je pars en vacances pendant un mois. Il me dit, pendant un mois? Je dis, ouais, ouais, je pars un mois. Mais il me dit, mais à votre âge, vous êtes jeune, il faut en profiter pour travailler. Et il m'explique en fait que lui, il avait travaillé toute sa vie, il avait eu je sais plus,
bref, je sais plus quel type d'entreprise il avait eu. Donc, il avait travaillé toute sa vie, il prenait entre 1 et 2 semaines de vacances l'été pour être un peu avec ses enfants et c'est tout. Et donc, pour lui, c'était non, mais en fait, vous êtes jeune, il faut en profiter tant que vous êtes jeune et en forme pour travailler. Et là, j'ai eu un grand sourire parce que tu vois, j'étais jeune, mais j'avais vraiment dans la tête de, OK, ça, c'est bonne vision du monde. Je l'ai pas dit comme ça, tu vois, mais dans ma tête, c'était, ouais, c'est ta vision du monde. Et j'ai rien dit, j'ai juste souri, je l'ai laissé parler. Et quand il a eu fini, j'ai dit, mais en fait, moi, je sais que ma vie peut s'arrêter n'importe quand et j'ai pas envie d'attendre la retraite pour profiter, en fait. J'ai juste dit ça. Et puis, il y a eu une remarque du genre, vous, les jeunes, aujourd'hui, enfin, tu sais, genre, c'est plus comme avant. C'est le traditionnel, c'est plus, vous, les jeunes, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Mais j'étais hyper à l'aise et ça m'a vraiment fait sourire. J'étais hyper à l'aise avec ça. Tu sais, j'étais vraiment hyper détendue avec ouais, ça, c'est ta vision du monde. C'est comme ça que tu as vécu ta vie. Et moi, je sais que ma vie, elle peut s'arrêter n'importe quand. Et j'attends pas, tu vois, je vais pas attendre le après pour me dire que je vais éventuellement profiter. J'ai envie de profiter de maintenant. Et ça, tu vois, ça reste. Bien sûr, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments down, j'ai eu des expériences compliquées même plus tard. Mais il y a toujours eu ce truc à l'intérieur de moi de la vie est belle, elle vaut la peine littéralement, parce que des fois, il y a quand même des peines, hein. Elle vaut la peine d'être vécue. Elle vaut aussi la joie d'être vécue. Et Et genre, j'ai ce truc de si t'as envie de faire un truc, si t'as envie de dire quelque chose à quelqu'un, si t'as envie de te lancer dans un projet, si tu sens vraiment ce feu là dans ton cœur, dans tes tripes, vas-y. Tu vois. N'attends pas, j'en sais rien, n'attends pas l'année prochaine, le truc, le machin. Bon, des fois, oui, ça vaut le coup de patienter pour faire mûrir le projet, tu vois, mais quand j'entends qu'ils me disent, ah, je voyagerai quand je serai à la retraite, si tu veux. Moi, perso, je vais pas attendre la retraite pour voyager. Après, chacun ses choix, hein. Mais si tu sens que c'est un truc vraiment qui te brûle de l'intérieur, une envie, un élan qui est hyper vivant, écoute-le. Et en fait, ce que j'observe aussi, c'est que quand tu suis cet élan du cœur, vraiment, ça amène aussi des rebondissements, je dirais, que tu t'aurais pas soupçonné. Tu sais, c'est un peu comme si la vie te guidait, en fait, à partir de cet élan-là. Et ça prend des fois des formes que ton mental ne comprend pas, comme par exemple pour ce monsieur partir 1 mois en vacances alors que je suis en âge de travailler parce que je suis en pleine forme, par exemple, tu vois. Mais et je pense que ça prend pas la même forme pour tout le monde. Moi, ça prend cette forme-là parce que je sais que le voyage, ça fait partie des choses qui me nourrissent. Pour d'autres, ce sera autre chose. Donc, c'est juste à chacun d'écouter ce murmure du cœur, justement, ce truc vraiment qui vous habite au fond de vous et qui est là quelque part pour vous guider. C'est votre petite lumière sur le chemin. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mm. Et je vais te poser la question que je pose à chaque personne et à chaque fois c'est marrant. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu ferais quelque chose de différent? Hmm. Tu vois, au fond de moi, ça dit non. Ma tête va trouver plein de trucs à refaire autrement, hein. Mais si je sors de ma tête et que je descends plus bas, non. Non, je referai rien de différent. Je referai rien de différent. Et même les moments où, je suis honnête, hein, il y a eu des moments où je me sentais partagée entre cette force, cet élan, cette envie de vivre pour tout ce que la vie amène de beau et aussi l'envie que ça s'arrête parce qu'il y avait des moments où c'était tellement difficile que j'avais envie que ça s'arrête. Donc, je peux être honnête, hein, je peux le dire, il y avait vraiment des moments où j'avais envie que ça s'arrête. Et pour autant, ces moments-là, aujourd'hui, je les changerai pas. Parce que je vois aussi tout ce qui m'ont amené, en fait. Mm. Ok, tu fais partie de la team des gens qui disent ça. Il y en a, tellement marrant, il y en a qui me disent bah non, je changerai rien. Après, ils disent ah, mais en fait, quand même. Et il y en a qui veulent changer quelque chose, tout court. Donc, ok. Et qu'est-ce qui te rend la plus fière aujourd'hui? Ça va paraître simple et à la fois, ça n'est pas tant pour moi. Mais c'est juste parce que pour moi, c'est une des victoires que je me rappelle facilement quand je suis devant un truc où j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. J'ai été phobique de l'eau pendant longtemps. C'est-à-dire que j'avais peur, sous ma douche, j'avais peur d'avoir de l'eau sur le visage. C'est pour te dire à quel point j'étais phobique de l'eau. Je mettais vraiment ma tête en arrière pour que l'eau coule en arrière et pas sur mon visage. Donc j'étais vraiment phobique de l'eau. Je savais pas nager parce que j'étais allergique au chlore, je pouvais pas apprendre à nager à la piscine. Pour autant, à 22 ans, j'étais plus allergique au chlore, je sais pas pourquoi, comment. J'ai appris à nager. Euh, j'ai appris, parce que l'idée en fait derrière, c'est que je voulais surfer. Donc j'ai appris à nager pour pouvoir apprendre à surfer. Et j'ai même, quelques années plus tard, fait mon niveau 1 en apnée en pleine mer. Autant te dire que Sabrina, qui a 14 ans, tu lui dis que à 28 ans ou 30 ans, je sais plus, elle va aller passer son brevet 1, son niveau 1 d'apnée en pleine mer, elle te dit jamais de la vie. Elle te dit, je vais mourir si tu me fais faire ça. Et ça, c'est ma plus grosse fierté parce que, enfin, une de mes plus grosses fiertés parce que c'est vraiment un exemple que, tu vois, que je me remémore quand je suis devant un truc où j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Je me remémore de, attends, t'étais phobique de l'eau, tu pouvais pas mettre la tête sous l'eau et maintenant tu sais plonger en apnée à 10 mètres. Donc, tu vois, ouais, ça, c'est une de mes plus grosses fiertés parce que je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est anodin d'apprendre à nager, etc. Mais pour moi, c'était une telle angoisse.
C'était un tel flip. Quand j'allais à la mer, il fallait pas que j'ai de l'eau plus que mi-cuisse, quoi. Allez, éventuellement le bassin, mais pas plus. Donc, tu vois, et voilà, et maintenant, tu vois, là où on se parle, effectivement, je suis en train de faire un stage de surf. Je peux plonger en apnée bon, à 10 mètres après parce que j'ai mal aux oreilles, mais ça me semblait tellement impossible à une époque. Donc, ouais, ça, je pense que ça reste aujourd'hui une de mes plus grosses fiertés. Et juste une petite question bonus par rapport à ça. D'après toi, du coup, vu que tu sais que tout a un sens et une logique, que ce soit émotionnelle ou quelque chose, la phobie de l'eau, elle vient d'où? Je crois me souvenir que mon père, très maladroitement, il voulait bien faire, mais j'ai un souvenir de petite où je suis petite, je sais pas, j'ai peut-être 3-4 ans, il me pousse dans les vagues. Tu vois, il me jette à l'eau, entre guillemets. Sauf que je suis petite et que je vois la vague arriver et tu vois, c'est vraiment la vague qui m'arrive en pleine face. Moi, à ce moment-là, je me rends pas compte qu'il n'y a pas de danger, que mon père est là qui gère. Moi, j'ai juste la sensation de me faire jeter à l'eau et de me prendre la vague en pleine face et que, tu vois, j'arrive plus à respirer et que, voilà, j'ai pas le souvenir après. Donc, je pense qu'après, mon père m'a repêché et tout va bien, hein. Mmh. Mais je pense que tu vois, ça a déclenché un. J'ai pas vérifié, mais en tout cas, il y a de grandes chances. Moi, en tout cas, quand tu me poses la question là, c'est le souvenir qui me vient. Et à chaque fois, je me pose la question parce qu'évidemment, je me suis déjà posé la question là-dessus. C'est ça qui me vient. Donc, je me demande en tout cas si ça n'a pas été déclenché à ce moment-là. Tu vois, c'est cette peur que j'ai eue à ce moment-là de je me fais jeter à l'eau et je sais pas quoi faire et j'ai l'impression que je vais mourir dans cette vague. C'est drôle d'ailleurs que j'ai même pas le souvenir de après quand je sors de cette vague et que finalement tout va bien. Et je sais pas à quel âge j'ai déclenché l'allergie, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que toute petite, tu vois, on allait en vacances et je pouvais aller dans la piscine et qu'il y a eu un âge à partir duquel je pouvais plus aller à la piscine, j'ai déclenché l'allergie au chlore. Donc, j'ai pas la chronologie exacte de comment se sont passées les choses, Mmh. mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. En tout cas, c'est le sens que moi j'y mets. Et pour l'instant, peut-être que je découvrirai d'autres choses. Si tu me poses la question dans 10 ans, j'aurai peut-être d'autres interprétations. Et en tout cas, l'eau, c'est mon élément. Tu vois, je suis cancer, je fais un signe d'eau. L'eau, c'est mon élément. Je suis bien quand il y a de l'eau. Et c'était trop frustrant pour moi d'avoir peur comme ça de l'eau. Tu vois, c'était juste pas possible de rester comme ça toute ma vie. Donc c'est ça et les araignées. Il y a deux phobies que j'ai dépassées dans ma vie jusqu'à maintenant, les araignées et l'eau. Mmh. Et c'est Donc quoi ton voilà. ascendant? Lion. OK. Est-ce que tu aurais un message ou une réflexion que tu souhaiterais laisser, là, avant qu'on termine? C'est un peu toujours le même, mais je crois que c'est parce que je l'aime bien, hein. À la fois, rappelez-vous que tout est changement. À la fois dans les bons moments pour pleinement en profiter. À la fois dans les mauvais moments pour se rappeler que ça va changer. Ça, c'est pas, pour le coup, je l'ai pris à la philosophie taoïste. Mais moi, ça me fait du bien, en tout cas, de me rappeler que tout est changement tout le temps. Et la deuxième, du coup, je me permets deux suggestions. Et ça, c'est à travers mes filtres à moi, mais de prendre la vie comme un jeu. Et quand tu as perdu une partie, bah, tu continues, tu repars pour un tour, tu repars pour une nouvelle partie, et voilà. Un jour, elle va s'arrêter, mais tant que tu es là, profite du voyage avec cette confiance que tout ce qui se présente à toi est potentiellement, si tu as envie de le voir comme ça, une opportunité de gagner des points dans le sens où une opportunité de grandir, quoi. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai vu les choses jusqu'à maintenant, même le décès de ma mère, tu vois, mais à chaque fois, c'est comme ça que j'ai vu les choses, c'est ok, c'est quoi le cadeau là-dedans? Et ça a toujours été, justement, de me questionner comme ça a toujours été aidant pour moi, pour non pas nier la difficulté, loin de là, jamais. Pas nier les douleurs, pas nier les inconforts, pas nier la difficulté, mais en tout cas m'aider à continuer à avancer Mmh. et à en grandir. Et si les personnes qui nous écoutent, elles veulent te suivre, où est-ce qu'on peut suivre tes actualités? Plus facilement, je pense, sur Instagram, c'est là que je publie plus. Sabrina Franco, il y a plusieurs Sabrina Franco, je pense, mais thérapie et yoga. Euh, ouais, je pense que c'est là que c'est plus facile de suivre l'actu. Après, c'est cross-posté sur Facebook et voilà. Ça marche. Bah, je mettrai de toute façon les informations dans la description. En tout cas, bah, Ok, merci pour tout ça. C'était top avec plaisir, merci à toi. et je te dis à très vite. À très vite, à bientôt, Charline. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité.
Alors si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.